On parle de planeurs ultra légers motorisés. Ces ULM qu'on vulgarise un petit peu souvent, mais qui sont en fait des planeurs et déclinables donc avec plusieurs disciplines. Président, on peut les rappeler peut-être ici sur ce plateau. Tout à fait. En gros, l'ULM est né il y a 40 ans, entre le vol libre et l'avion. Donc la fédération, elle a 41 ans. Et un ULM, c'est un aéronef de place qui vole de jour, environ 100 chevaux, et qu'on peut décliner sous 6 classes de machines. Donc du paramoteur, parapente avec un moteur dans le dos, du pendulaire, donc souvent ce qu'on identifie à l'ULM, mais avec un grand constructeur français par exemple comme Air Création, du 3 axes, qui ressemblent à des avions mais qui ne sont pas des avions parce qu'il y en a une très grande variété. Il y a beaucoup d'innovations dans l'ULM. Les machines ont en moyenne moins de 10 ans. Il y a les autogyres qui ressemblent à des hélicoptères mais qui fonctionnent avec un rotor libre. C'est un peu technique mais c'est important. Il y a les ballons dirigeables motorisés. Donc ça c'est un peu plus rare mais on en a une vingtaine. Et puis autrement vous avez les hélicoptères classe 6 qui sont donc biplace, un peu plus de 100 chevaux et en ULM. Alors on comprend bien avec votre explication les différentes catégories, les différentes disciplines qui coexistent, mais pourquoi sont-elles intégrées? C'est le côté justement léger à la fédération du ULM, parce qu'on sait qu'il y a une fédé hélico, aérostation, bref, comment on fait en sorte de regrouper toutes ces disciplines-là chez vous? En fait l'équation de l'ULM, c'est quand on a envie de voler, ouais. De la manière la plus simple qui soit, avec des machines qui sont innovantes, depuis 40 ans, ça passe beaucoup et souvent par l'ULM, puisqu'en fait l'ULM revient aux racines de l'aéronautique. L'aéronautique, elle a commencé en France avec Santos Dumont en 1909, on appelait ça des sportmen, c'est-à-dire des aventuriers, et des aventuriers qui sont aussi des constructeurs. Donc par exemple, nos champions du monde, ils sont liés à des constructeurs de paramoteurs, constructeurs français, constructeurs européens. Le mondial de l'ULM que nous faisons à Blois, il y a 140 exposants de gens qui fabriquent vraiment des machines électriques, des machines qui fonctionnent avec de l'essence automobile. Donc au fond, c'est la manière la plus ancestrale peut-être de projeter sa passion dans une machine simple mais performante, c'est l'ULM. Fabrice Oriane, parlons de votre passion justement, à vous aussi champion du monde donc cette année. Paramoteur donc, qui concentre, je parle sous votre contrôle messieurs, 25% à peu près des licenciés, tout à fait, oui. Grosso modo, de la fédération, donc qui attire le plus, en tout cas qui est la plus développée. Je crois que c'était pas au départ votre objet numéro 1. Fabrice, racontez-nous un petit peu en quoi ça consiste et en quoi c'est peut-être la discipline qui rencontre le plus de succès. Parce que c'est une discipline qui est facile à mettre en œuvre. En fait, moi j'ai commencé sur le multi-axe, qui est la version ULM de l'avion, qui nécessite d'avoir une base, un aérodrome, donc une structure, de décoller d'une structure bien précise. Alors qu'en réalité, le paramoteur est assez facile à mettre en œuvre. Il prend la place d'un passager dans une voiture, une fois démonté, et on peut l'emmener à peu près partout. Donc c'est facile à mettre en œuvre, c'est léger, c'est assez peu cher. Et la sensation de vol qu'on peut avoir est, à mon avis, unique. On a une impression de soyeux, un petit peu comme si on était dans l'eau. Okay. Cette sensation de vol, Oriane, alors on imagine que vous êtes tombée dedans quand vous étiez toute petite, avec papa et maman aussi, on aura l'occasion d'y revenir, mais comment vous la décririez? Parce que ce qu'il y a de valable dans toutes ces disciplines, c'est évidemment cette même sensation, peut-être un petit peu différente, mais cette sensation-là, comment vous la décririez vous? J'ai commencé le paramoteur il y a même pas un an. C'est vrai? Oui. Alors vous avez 17 ans, c'est ça? Oui. Je replace le contexte, d'accord? J'ai commencé à m'intéresser il y a un an pour devenir navigatrice. Mais sinon, les autres années, la force d'y être depuis plus jeune, depuis mon plus jeune âge, ça m'énervait un petit peu, si on peut dire ça. On se construit à l'inverse de papa-maman peut-être. Mais on revient aux sources alors. D'avoir vécu des levées tôt pour aller accompagner papa et maman s'entraîner. Terrible. Et de se faire emmener un peu partout pour les accompagner. Ça m'a un peu repoussé du paramoteur. D'accord. Mais j'ai découvert le paramoteur il y a un an. Et du coup, je suis devenue navigatrice avec papa. Et donc championne du monde avec papa et navigatrice avec donc une planche de navigation dans cette partie objet du désir, puisqu'on aime un objet un peu charnel pour présenter une discipline. On a parlé des rudiments. Oriane, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette planche de navigation et comment vous l'utilisez, en quoi elle vous est utile pour vos décollages et puis surtout pour vos vols de manière générale?
Donc cette planche-là, elle peut nous être utile pour plusieurs sortes d'épreuves. Oui. Donc on peut avoir les navigations, on a besoin de la carte et on a des épreuves qui sont dessinées. D'accord. Ou sinon on peut en avoir besoin pour une épreuve d'économie. Où là, par exemple, il y a déjà une épreuve qui est dessus, où ça s'appelle une éco sur axe. Le but, ce qu'il faut faire, c'est quoi sur une éco sur axe? C'est d'aller le plus loin possible. D'accord. Et de revenir avec le moins d'essence possible sur la base. D'accord. Sachant qu'on part avec une quantité d'essence limitée. Donc revenir avec le plus d'essence possible pour qu'on en ait consommé le moins, c'est ça? Alors il faut en consommer le moins, mais on va se servir de la quantité d'essence dont on dispose qui est limitée pour aller le plus loin possible et revenir sans tomber en panne. Exactement. Donc là, Mohamed, cette planche, on la travaille quand? Une fois qu'un organisateur de course a donné une carte, on met ses propres annotations, comment ça se passe concrètement? Alors, chaque pilote va... Si Oriane, vous voulez toujours la présenter pendant qu'elle... Chaque pilote va créer son outil, et c'est un outil qu'on retrouve chez tous les pilotes qui font ce type d'épreuve. Vous voyez, elle est personnalisée, il y a un chrono là-dessus, il y a des éléments qui sont écrits de référence. Chacun va la personnaliser, personnifier comme il souhaite. Elle va être grande ou petite selon l'espace qu'on a. Là, c'est les paramotoristes, donc vous voyez, elle est assez moyenne. Dans une machine un peu plus réduite, évidemment, on va avoir des espaces plus restreints. Là, elle est rose. Je crois que c'est toi qui as choisi la couleur. La sortie, elle est... Voilà. Et vous la placez où, du coup? Elle est sur vos genoux? Oui, tout à fait. Okay. Elle est accrochée par un mousqueton et elle est entre mes jambes. Ok. Et là, aucun risque, du coup, avec le mousqueton, que vous la perdiez, tout va bien, tout est assuré. Alors, Mohamed, au niveau, on parlait de la carte d'organisateur qui donne une carte, un plan de vol. J'imagine qu'un espace aérien, on le partage avec beaucoup de personnes, avec beaucoup de gens et de disciplines. Est-ce qu'on peut voler partout quand on fait de l'ULM? Alors oui et non. Oui, parce que l'ULM a des espaces, elle peut accéder à tous les espaces en France. Ouais. Il y a plusieurs types d'espaces. Il y a ceux qui sont autorisés, donc là, il n'y a pas de souci. Il y a ceux qui sont autorisés sous contrainte. Là, il faut soit une radio ou soit demander... Pour les cartes des bases, là. Voilà. Et on a évidemment ceux qui sont interdits. Voyez-vous, il y a 3 catégories. Et dans une compétition, évidemment, on va les envoyer dans un espace qu'on maîtrise pleinement et qui est autorisé, tout simplement. Là, en compétition, il n'y a aucun souci sur ce. Ils ont toutes les informations en amont. Et évidemment, ils les respectent, il n'y a pas de souci. Et si jamais ils ne les respectent pas, ça peut faire des points négatifs ou des points qui peuvent les éliminer. Voilà. Ah oui, éliminer en compétition, mais on perd pas sa licence ou un brevet pour ça. Non. Alors là, si on parle de la compétition, évidemment, il y a des contraintes. Et oui. Et évidemment que si on est identifié dans un espace qui est interdit, ça peut faire l'objet de recours, etc. On est dans un autre domaine qui peut aller évidemment jusqu'au rappel à l'ordre ou au retrait parfois si on est rentré dans une zone interdite. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Une prison ou alors une zone interdite d'accès militaire ou autre.